Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de la finance 3.0 en Afrique. Quand on parle de la finance 1.0, c'est à l'époque, à la naissance des banques conventionnelles. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet. On ne parlait pas de technologie à l'époque. Les banques étaient manuscrites. Et ces banques, en naissant, elles mettaient en avant le fait qu'il est plus sécuritaire de garder de l'argent dans une banque parce qu'il y a tout un dispositif de sécurité. C'est plus sécuritaire de garder de l'argent dans les banques que de le garder à la maison. Et les gens qui gardaient leur argent dans les banques, ils avaient en contrepartie des taux d'intérêt. Ils avaient un rendement que les banques leur assuraient. Donc, les banques prenaient de l'argent des familles, accumulaient de l'argent pour pouvoir investir, faire des prêts de l'usure et pouvoir donner des taux d'intérêt à des familles. Mais rapidement, ce système s'est épuisé. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'était manuscrit. Donc, ça se faisait à la main. Et comme l'homme et l'être humain n'est pas parfait, il y avait des erreurs au niveau des transactions. Et au niveau du traitement, il y avait des longues files d'attente parce qu'il fallait traiter chaque cas à la main et ce n'était pas toujours évident. En dehors de ça aussi, les transactions étaient beaucoup plus lentes et il y avait du vol. Parce que malgré les systèmes de sécurité à l'époque, il y avait quand même des attaques, des vols et ça a créé des problèmes. Et c'est ça qui a essoufflé le système de la finance 1.0. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est que les banquiers se sont enrichis. Ils sont devenus de plus en plus riches et ils avaient le pouvoir, les transactions bancaires étaient centralisées aux mains de ceux qui possédaient les banques. Donc, le système de la finance 1.0 s'est essoufflé pour pouvoir basculer vers le système de la finance 2.0. Le système de la finance 2.0, c'est venu beaucoup plus avec l'apparition d'Internet. Internet combiné au téléphone portable. C'est-à-dire que les gens avaient beaucoup plus accès au téléphone, à Internet pour pouvoir faire leurs propres transactions, comme par exemple l'ouverture de compte, comme par exemple vérifier son solde de compte, comme par exemple aussi retirer de l'argent, faire des transactions. C'est ainsi que le mobile banking, donc la banque mobile est apparue. C'est aussi comme ça qu'on a certaines entreprises comme PayPal, comme Visa, comme Mastercard. On parlait plus de cartes de crédit. Donc on peut dire que c'était la naissance de la finance digitale. On combinait technologie et la finance traditionnelle. Donc, ça a fait en sorte que les banques soient encore plus sécurisées, mais en même temps aussi, ça a fait ressortir de nouveaux types de robbers, de bandits ou de voleurs qui utilisaient maintenant la technologie pour pouvoir attaquer les banques. Et c'est comme ça que la cybersécurité est née. Vous allez voir que ces bandits utilisaient ce qu'on appelle le dark web. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Internet noir, Internet sombre ou Internet profond. C'est à l'intérieur qu'il y a toutes sortes de malversations, les trafics de drogue, toutes sortes d'organisations mafieuses opèrent dans le dark web. Il y a de l'argent qui se cache là. Et les données des clients étaient centralisées dans des serveurs à partir desquels on pouvait traiter l'information, dont les hackers se connectaient à ces serveurs pour pouvoir voler de l'argent ou faire des malversations financières. L'un des défauts encore de la finance 2.0, c'est que ces transactions financières c'est toujours centralisé, le système est centralisé et jusqu'à présent, les utilisateurs qui ont voulu être beaucoup plus autonomes dans leurs finances personnelles se trouvaient toujours menottés, entre guillemets, toujours pris et à cause de l'hyper ou de la superpuissance des banques. C'est ainsi que les financiers se sont enrichis. Ils n'ont fait que croître en s'enrichissant, en utilisant l'argent des autres pour pouvoir faire des transactions, faire des affaires, du business. On s'enrichissait avec l'argent des autres. Ça a frustré beaucoup de gens. Ils se sont posé la question, pourquoi est-ce que ces mêmes gens qui vont toujours prendre notre argent, ils vont s'enrichir avec notre argent et nous donner des miettes en retour? C'est ça qui a frustré les gens au cours de la finance 2.0. Plusieurs experts s'accordent à dire que c'est la finance 2.0 qui a conduit à la crise de 2008. En fait, c'était d'abord une crise immobilière. Donc, c'était des banques qui donnaient des maisons, qui accordaient des prêts pour des maisons à des gens qui n'étaient pas capables de les rembourser. À partir de là, les maisons étaient saisies et revendues dans le marché sous forme de titres. Donc, il y avait des bonnes créances, des moins bonnes créances, des mauvaises créances. C'est pour ça qu'il y avait des cotations. Triple A, triple B, triple C, en fonction de la qualité de la créance.
Ça fait en sorte que les maisons qui étaient arrachées étaient revendues sur le marché en même temps que les nouvelles maisons. Ça fait aussi en sorte que tout le marché de l'immobilier, les prix ont commencé à s'affaisser. Il y a eu aussi le mouvement. On a relevé le taux directeur de la Banque fédérale, donc ça a fait en sorte que les taux d'intérêt se sont élevés, plus personne n'était capable de rembourser. Le marché de l'immobilier aux États-Unis s'est affaissé et ça a eu un effet domino sur plusieurs secteurs d'activité et un effet domino dans plusieurs pays partout à travers le monde. On est tombé dans la crise de 2008. Il a fallu prendre des décisions fortes. Le président à l'époque, Barack Obama, il a voté un gros budget pour relancer l'économie américaine. Et qui a reçu cet argent? Les grands banquiers. Parce que déjà même, en accordant ces prêts, il y a une minorité de personnes qui s'est enrichie et la plupart de l'argent est allé dans les paradis fiscaux. Ça a frustré beaucoup de gens. Les limites de la finance 2.0, qui étaient iniques, qui étaient injustes, parce que c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Ils prennent l'argent des gens pour pouvoir s'enrichir et en plus, ils créent des crises, ils s'enrichissent et à eux encore, on redonne de l'argent. C'est toujours eux qui ont les rênes du système financier. Ça a frustré les gens. Les gens voulaient être de plus en plus autonomes dans leurs finances. Ils ne voulaient plus que ce soit des personnes, les mêmes personnes qui gèrent leurs finances personnelles, qui gèrent le système financier. C'est pourquoi les concepts de finances décentralisées, finances décentralisées, finance digitale décentralisée. On ne voulait plus que ce soit les mêmes personnes. C'est ainsi que la blockchain, que la technologie en question a été utilisée pour créer la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Et c'est comme ça qu'on est entré dans la finance 3.0. C'est ainsi que le 9 janvier 2009, un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto, en fait ce n'est même pas son nom, c'est un nom d'emprunt. Il a pris parce que, écoute, tu vas ouvrir la porte vers la finance 3.0, tu vas décentraliser, donc tu vas enlever le pouvoir des gens qui tiennent les rênes du système financier à travers ta fintech. Non, jamais. Donc, il a utilisé un nom d'emprunt pour pouvoir lancer le Bitcoin afin qu'on ne sache pas qui il est et propulser cette révolution. Au départ, les gens n'y croyaient pas, mais c'est plus les early adopters, donc les adopteurs précoces qui y croyaient. Et aujourd'hui, on voit le Bitcoin, on entend partout, la crypto-monnaie, ça a pris. Et la première chaîne de blocs qu'on appelle Genesis Block, c'était lui qui l'a implémenté. C'est comme ça que la première crypto-monnaie est née. Vous voyez, c'est le 9 janvier 2009, juste après le début de la crise, l'année qui a suivi. Donc, quelques temps après, on a quelqu'un du nom de Vitalik Buterin, 27 ans, accompagné d'un ami qui s'appelle Gavin Wood, qui a à peu près 40 ans. Ils ont propulsé l'Ethereum. Vitalik Buterin, il est moitié canadien, moitié russe. Ils ont lancé la deuxième crypto-monnaie en capitalisation qui s'appelle l'Ethereum, à partir duquel d'autres crypto-monnaies vont se greffer. C'est là le début de la finance 3.0 qui est en train de révolutionner le monde. Et nous intéressons au contexte de l'Afrique. Ça se voit de plus en plus. On voit l'effet de cette finance 3.0 en Afrique. La finance 3.0 se caractérise par une technologie d'abord qu'on appelle la blockchain. Et c'est à partir de la blockchain qu'on peut avoir des crypto-monnaies, on peut avoir des contrats intelligents et on peut avoir toutes sortes d'autres applications en fait que nous n'allons pas évoquer au cours de cette vidéo. Et c'est grâce à ça que des startups, qui sont des entreprises naissantes, vont être capables qui sont parfois aussi ce qu'on appelle des fintech, qui travaillent dans le domaine de finance et technologie. C'est eux qui vont entrer dans différents secteurs d'activité. Ils vont amener ce qu'on appelle des disruptions. Ils vont changer complètement la façon de faire par le passé qu'il y avait dans la finance 2.0. Dans le cas de l'Afrique, on va voir que la taille des échanges au niveau des crypto-monnaies, on va voir que la plupart des transactions sont inférieures à 10 000 $. En 2021, pratiquement, on a eu 8 milliards de dollars reçus contre 8,1 milliards de dollars en termes de crypto-monnaies qui ont été envoyées. C'est la plus petite économie en termes de crypto-monnaies. Mais l'Afrique aussi se caractérise, les pays qui utilisent le plus de crypto-monnaies, on a le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc et l'Égypte. Le Nigeria, en termes de population, de personnes qui utilisent le plus de crypto-monnaies, le Nigeria a le plus d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde. L'adoption des crypto-monnaies est de plus en plus évidente en Afrique. Pourquoi? Parce que le taux de pénétration d'Internet ne fait que grandir.
La population est technophile. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont quoi? Un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, et c'est facile pour eux. Ils s'en sortent bien avec la technologie. Et de plus, ils ont déjà adopté le mobile banking. Il y a des entreprises comme Orange qui ont créé des services comme Orange Money, MTN qui a créé MTN Momo. Vous voyez, donc les gens se sont déjà habitués à envoyer de l'argent, à recevoir beaucoup plus facilement. On ouvre son compte facilement, on n'a même pas besoin d'arriver à l'agence. Il y a des kiosques, on peut ouvrir son compte, on peut faire des transactions. C'est ainsi que c'est plus facile d'ouvrir un portefeuille électronique qu'on appelle un wallet que d'ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est pourquoi les gens adoptent assez facilement les crypto-monnaies. Sans compter le fait qu'on peut faire du trading sur les crypto-monnaies, gagner de l'argent. On peut aussi vendre des crypto-monnaies pour échanger contre la monnaie fiduciaire. Donc, les Africains, malgré l'absence de régulation dans ces pays, beaucoup de jeunes y voient des opportunités pour gagner de l'argent chaque jour et ils ont plongé la tête la première dans les crypto-monnaies. On voit aussi qu'il y a de moins en moins confiance, surtout par rapport à des monnaies locales comme le franc CFA. La confiance est de moins en moins grande par rapport à ce type de monnaie. C'est pourquoi les gens, quelque part, ils se reversent beaucoup plus dans les crypto-monnaies en question. Il y a des initiatives qu'on voit sur le continent, comme par exemple la Banque centrale, qui au départ était très réticente par rapport aux crypto-monnaies. Ils ont lancé, la Banque centrale du Nigeria a lancé le e-Naira. Il y a des initiatives même personnelles, comme le chanteur Akon, le chanteur, l'artiste au Sénégal, qui est en train de construire sa ville. Et à partir de là, son Akon, sa crypto-monnaie, va pouvoir avoir cours. On a aussi Emile Parfait-Sim, le Camerounais, avec le projet Lieplimal. Il est en train de construire des villes intelligentes dans lesquelles sa crypto-monnaie, le Simcoin, aura cours. On voit aussi des initiatives de crypto-monnaies comme l'Afro, le Nurucoin, l'Ubuntu. Donc, il y a toute une dynamique. Les gouvernements de plus en plus veulent réguler cette activité. Ce n'est pas encore totalement régulé, mais il y a un intérêt vif pour la jeunesse africaine et de belles opportunités car beaucoup de gens considèrent cette finance comme la finance future. Donc, cette vidéo ouvre la porte à différentes autres vidéos qui concernent les technologies du futur sur le continent africain, leur incidence, leur impact en Afrique, les opportunités que ça peut donner. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et je vous invite à nous suivre, à vous abonner, à liker et à partager. Merci. Au revoir.